Bonjour tout le monde et bienvenue sur le live de Molomzine pour cette 8e édition. Nous avons préparé une émission en seulement une semaine. Avec l'équipe, on s'est posé plein de questions. Et notamment, comment recevoir les informations que les médias nous donnent. Effectivement, le premier jour, nous avons questionné notre rapport à l'information. Comment s'informer, comment accéder à l'information et comment déterminer la pertinence d'un média. Dans la deuxième partie de l'émission, nous pourrons discuter avec une invitée pour approfondir le sujet. Avant, une petite fiction réalisée en une semaine qui permettra d'introduire le sujet. Je vous laisse en profiter et à tout de suite. Considérons la situation de Jimmy. 1. Il est 9h. 2. Une notification. 3. Une information. 4. Un scroll. 5. Une information. 6. Une notification. 7. Une information. 8. Il est 11h. 2 heures se sont écoulées. Il est temps de commencer la journée pour Jimmy. N'est-ce pas merveilleux? À peine la journée entamée, Jimmy a rempli son quota d'informations du mois. Téléphone, radio, journaux. L'information se noie dans la masse. Elle se partage, se distribue, sans effort pour y avoir accès. Qu'elle se paie à coup de données personnelles ou qu'elle se monétise en valeur euro, heureux sont ceux qui consomment sans dépenser, sans y penser. Une nouvelle cible, une publicité si présente qu'elle en devient invisible. Le monde file devant Jimmy. Elle ne le voit pas passer. Hey Hicham, ça va? Salut Jimmy, ça va? Ça va et toi? Ça va, super. J'ai failli t'attendre. Hein. Comment ça? Bah, on doit se voir quoi. Ah ouais, c'est vrai, j'ai zappé. Par contre, ton masque, tu sais qu'il est plus obligatoire. Comment ça? Il y a une étude qui a démontré que ça servait pas à grand chose, donc on doit plus le mettre. Eh ben ce matin, dans les infos, ils ont dit que dans la ville de Bruxelles, il faut le porter obligatoirement. Sinon, tu te ramasses une amende. Je sais pas, peut-être. Enfin bref, moi je te laisse. Ouais. On se voit tout à Et l'heure. le seul conseil, porte ton masque. T'inquiète pas. À l'image de ces grands titres, nous avons toujours besoin d'avoir un coupable, une ou des personnes à pointer du doigt, de personnifier nos problèmes afin de faciliter le combat. Pour les uns, nous sommes coupables d'accueillir les bras ouverts cette vague d'informations, d'y plonger les yeux fermés jusqu'à la noyade. Pour d'autres, le péché incombe aux grandes élites médiatiques, à ces patrons qui choisissent d'inonder les masses dans un flot de caractères continus et de titres sensationnels. Que ce soit intentionnel ou non, dans un cas comme dans l'autre, l'essentiel nous intéresse-t-il encore? Jimmy, riche de cette journée scrollée, likée et partagée, reste pauvre en idées. Elle a vu, lu, entendu, mais de toutes ces informations, n'a rien retenu. Elle reste affamée d'infos déjà avalées, qu'elle n'a pourtant pas digérées. Le soleil se couche, elle aussi. Quand soudain... Rebonjour, nous revoilà dans le live de Molenzine sur le plateau. Vous avez bien vu donc la vidéo qui traite sur l'infobésité, la surconsommation avec notre petit Jimmy national. Excusez-moi. Avant de commencer donc, l'interview avec l'intervenante, j'aimerais quand même présenter et rendre à César ce qui appartient à César, notre Hicham qui avant ce live était à 12% et qui pour vous est à 20%. Doha dans le rôle de Jimmy, bientôt Oscar hollywoodienne. Et enfin, notre intervenante Julia Galaski, que je laisserai présenter.
tout grand merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être là ce soir. Moi, je suis politologue de formation et dans mon rapport aux médias, donc ça varie en fonction des situations de la vie, mais j'ai organisé pas mal de débats participatifs ici à Bruxelles, beaucoup aussi avec des jeunes. Et effectivement, le rapport à l'information est hyper important lorsqu'on veut participer aux grands débats de société, lorsqu'on veut pouvoir s'engager en tant que citoyen de manière informée, avec un regard critique. Et donc voilà, et puis je suis aussi activiste sur différentes questions, notamment les violences policières. Et là aussi, le rapport aux médias a pu être très positif, mais aussi parfois a pu aussi desservir la cause. Merci Julia, ça tombe bien puisque donc, dans ce débat sous forme d'échange, nous avons préparé quelques questions liées à la vidéo, liées à la thématique. Donc on a pu voir dans la vidéo que finalement la petite Jimmy est noyée dans l'information, que c'est quelque chose que les jeunes et les moins jeunes connaissent finalement. Finalement, la question que je vous pose est comment et quand savoir si une information est de qualité, voire pertinente. On peut se tutoyer, donc c'est Julia. Ça va. D'accord. On est en live, Molenzine, c'est ça le live. Il n'y a pas de souci. Donc, comment savoir si elle est pertinente et de qualité, hein, c'est ça? C'est ça. Je pense, en fait, il y a quelques critères de base, donc déjà, qui sont juste la source, de voir quel est le type de média. Est-ce que c'est un média qui est reconnu de manière générale? Est-ce que c'est des journalistes qui s'inscrivent dans une déontologie vraiment, ou est-ce que c'est un média où c'est difficile de savoir où est-ce qu'il est établi? Donc déjà de savoir quel est le média qu'on a face à soi. Une autre question, c'est la question de l'argumentation. Est-ce que c'est un article qui parle de grandes théories mais sans citer des sources, ou est-ce que dans l'article vous pouvez trouver des preuves, que ce soit des chiffres ou des études qui sont citées, où vous pouvez vous-même aller chercher et voir ce que vous en pensez. Et puis un troisième critère, c'est de pouvoir comparer. C'est-à-dire que lorsque vous lisez un article, lorsque vous regardez une émission, de pouvoir comparer avec d'autres sources et voir si la source que vous venez de voir vous semble juste. Et voilà, donc ça c'est un peu un avis qu'on peut se faire soi-même. Donc ça c'est quelques pistes un peu de base, j'ai envie de dire. Après il y en a plein d'autres. Une intervention. Dans cette époque où finalement n'importe qui peut filmer ou rédiger quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on peut considérer comme un média, et est-ce qu'on peut négliger cet aspect où n'importe qui peut partager l'information de la façon qu'il le souhaite, et est-ce que ça participe pas aussi à rendre l'information moins qualitative? Oui, je pense qu'après, tant qu'on sait faire la différence justement entre un média, un article recherché, lorsqu'on a aussi l'occasion par exemple de connaître ou de rencontrer des journalistes, que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises expériences, c'est une manière déjà d'évaluer, on va dire, la qualité des médias, on va dire, de référence. Mais après, je pense que c'est effectivement à une époque aussi où tout le monde ne se sent pas représenté par ce qui est dit dans les médias ou par les différentes perspectives qu'on trouve dans les médias, d'avoir des gens qui peuvent filmer. Bon, je milite sur les questions des violences policières, donc je sais à quel point c'est important d'avoir aussi des citoyens en fait, qui finalement, sans se présenter comme journalistes, contribuent aussi à apporter des informations qui permettent après d'avoir des points de vue que des journalistes qui ne se retrouvent pas sur place ne peuvent pas toujours fournir. Donc après, je pense, mais après, c'est effectivement une responsabilité individuelle de pouvoir faire la part des choses et une responsabilité en tant que société d'avoir notamment une éducation aux médias dès le plus jeune âge à l'école pour pouvoir donner les outils aux citoyens pour effectivement, face à cette masse d'informations, pouvoir faire la distinction entre où est-ce que je lis des articles de base pour avoir une idée générale du sujet et où est-ce que je vais aller voir des sources complémentaires, éventuellement de la part de gens que je connais personnellement, donc en qui j'ai confiance, ou via le réseau personnel, ou des citoyens, des web médias, on va dire, des médias citoyens, mais où là aussi, avec le temps et avec une certaine déontologie journalistique, on se dit, voilà, c'est des gens en qui j'ai confiance, ils font un bon travail, et selon les critères que je viens de dire, en fonction des sources et du sérieux, je considère que c'est une source à laquelle je peux me fier, quoi. Merci. Justement, donc, je vais un peu sauter les fiches parce que la question que je vais te poser entre un peu dans la thématique. Tu as expliqué finalement qu'il y a des critères. Je me permets de mettre les fiches par terre. Voilà, on est en live, on fait ce qu'on veut. Ok. Donc tu as cité des critères justement pour savoir si l'information est fiable ou autre. On a aussi quand on a dû réaliser la capsule, donc tous ensemble, on s'était aussi posé la question finalement qu'un média, par exemple un grand journal comme Le Soir ou autre, représente une certaine forme d'autorité, comme un professeur représente une forme d'autorité. Donc tout ce qu'un média va dire est pris pour acquis, pris pour vrai de base.
donc sans recherche. À partir de cet instant, finalement, que se passe-t-il lorsque les informations sont contradictoires entre deux journaux, voire même dans un journal, selon le temps? Par exemple, avec la crise du Covid, au début, on nous avait expliqué que les masques n'étaient pas importants, étaient inutiles dans la lutte contre la propagation du virus. Et maintenant, on nous dit tout l'inverse, qu'il faut absolument porter, et c'est même obligatoire. Donc comment faire, finalement, lorsque les deux informations entrent en contradiction? Je pense que je vais répondre en deux parties parce que l'exemple que tu cites est hyper pertinent, mais je pense de manière très générale, en fait, lorsque deux informations semblent contradictoires, ça ne veut pas forcément dire que l'une d'entre elles est faux. Parfois, ça veut juste dire que c'est deux points de vue différents, avec deux intentions différentes, et que parfois, on s'y trouve parfois aussi qu'on rejette une info parce qu'elle ne rentre pas vraiment dans ce qu'on a envie d'entendre, dans ce qu'on a envie dans la vision du monde qu'on a. Mais il se peut parfois que les deux articles qui parlent d'une même chose, mais du coup je parle pas, enfin ça c'est pas sur l'exemple du Covid, mais c'est juste que parfois ça peut compléter sur un même sujet deux points de vue, comme dans un débat entre amis. Parfois tu te rends compte que tu as deux avis différents entre deux potes, mais finalement ils se rejoignent sur les questions des valeurs et sur la vision. Voilà, exactement. Donc ça peut être deux points de vue qui enrichissent, donc c'est pas forcément que l'un a tort et l'autre a raison, que l'un est faux et l'autre est vrai. Donc ça on est un peu dans la nuance là. Donc après la question c'est de savoir quel est l'objectif de l'article. Est-ce que l'objectif, c'est un objectif de manipulation ou est-ce que dans les deux articles, il y a un objectif sincère d'informer et de voilà. Sur la crise du Covid, effectivement, on est face à un phénomène... bon, après, loin de moi de vouloir défendre la crise a été gérée de manière catastrophique, mais on voit qu'effectivement, on est face à un phénomène totalement nouveau où les infos, même entre deux médecins, peuvent être complètement contradictoires. Il y a des médecins aujourd'hui qui parlent d'une grippe, qui comparent à une grippe, et d'autres qui sont beaucoup plus alarmistes, plus dans la lignée du gouvernement. Et donc là, effectivement, c'est un peu la responsabilité de chacun de voir quel genre de précautions face à ces infos contradictoires on a envie de prendre et jusqu'où on a envie de suivre. Prétendre que l'information est... un avis peut-être subjectif, d'accord, mais que deux journaux offrent une information différente, je vois pas où est... C'est un peu... Est-ce que le média n'a pas pris un raccourci où au final, d'un côté, on n'est pas sûr de l'information, mais on la donne quand même pour les masques sont inutiles. C'est ce qui était dit concrètement. Entre-temps, il n'y a pas une étude qui a prouvé l'inverse. Juste... Est-ce que l'information qui est floue à la base, le média ne va pas un peu spéculer dessus, apporter un peu de raccourci et même pour un média professionnel, rendre l'information moins intéressante? Mais complètement, et je pense qu'il faut garder un esprit très critique, même par rapport à des médias comme tu le citais tout à l'heure, Samir, même des médias établis, il faut rester critique, et j'irai même plus loin, il faut aussi dans des moments où on peut être révolté par des articles de médias qu'on considère sérieux, et on a l'impression que c'est pas du tout l'histoire telle qu'on a pu par exemple en témoigner. Je pense qu'il y a une responsabilité citoyenne de contacter le média et de dire en fait j'étais sur place, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Bon, là on est sur une question qui relève un peu aussi du monde médical et de la santé, où en tant que citoyen, c'est difficile d'avoir un avis parce qu'on n'a pas fait des études de médecine, on n'est pas virologue, enfin voilà, donc c'est plus compliqué. Mais là aussi, il y a une responsabilité de garder un esprit critique par rapport à la question que ce soit des masques ou autres. Mais dans ce cas, s'informer est rendu extrêmement complexe, parce que même des médias professionnels peuvent dire un peu tout et leur contraire. Tu nous parles de responsabilité individuelle face à l'information, mais comment est-ce qu'on peut être responsable alors qu'on fait cette démarche de se tourner vers des médias plus professionnels? Du coup, comment est-ce qu'on peut être plus responsable encore que de lire les... C'est ça que tu veux dire? Oui, voilà. C'est une grande question d'actualité là maintenant, et je pense que c'est très compliqué d'y répondre. Enfin, moi, si j'avais la réponse, si vous aviez la réponse, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais je crois que surtout sur cette question-là, c'est extrêmement compliqué. Après, je pense que lorsqu'il y a je pense que l'idée, quelque part, c'est de comparer les informations. Ce que je disais tout à l'heure, c'est de lire les articles, de pas lire les articles juste d'un journal, mais peut-être de plusieurs journaux,
d'identifier des personnes, des personnalités qui interviennent dans les médias et où vous dites tiens, ça me parle, ça me semble juste en fait. Ce que dit cette personne, je vais commencer à suivre ce que dit cette personne-là en particulier. Et donc, en fait, en recoupant un peu, en comparant différents articles, si à un moment donné, tu as l'impression qu'il y a une nouvelle forme de majorité qui se dégage, même de personnes qui avant ne disaient pas la même chose, mais qui tout d'un coup se rejoignent, tu peux te dire, ok, là, en fait, il semble y avoir une sorte de consensus médical, mais effectivement, sur une question aussi nouvelle et aussi... enfin, voilà, on parle d'une crise à l'échelle mondiale. Après, ça peut être intéressant aussi de comparer entre pays, parce qu'entre pays aussi, les stratégies n'ont rien à voir. Donc on se dit comment ça se fait que dans des pays scandinaves, on fasse exactement l'inverse qu'ici, alors que le virus est le même et qu'on est tous égaux, pour le coup pas égaux, mais voilà, face au virus. Mais c'est très, très complexe. Enfin, moi, j'ai pas de réponse tranchée là-dessus. Merci. Merci, mais donc j'aimerais quand même rebondir sur ce que tu as dit. Finalement, lorsqu'on parle par exemple, pour prendre comme exemple la crise du Covid, est-ce qu'il n'y a pas pendant un problème de transparence finalement? On annonce des faits avec des grands titres, avec des certitudes, alors que finalement on était dans le flou. Est-ce que ça n'aurait pas été meilleur d'être transparent dès le début, de dire qu'on ne sait pas trop, même que ça de la part des élites, des politiques ou même des élites médiatiques, de dire que finalement là on est dans le flou, on estime qu'il y a beaucoup d'avis et qu'on n'a pas encore l'information. Plutôt que de dire, non, pour le masque, ça ne sert à rien, c'est comme ça, on a demandé à des médecins, des experts, et pour que finalement, quelques mois après, on vienne dire l'inverse. Ça, là, on rentre dans la politique, du coup. Donc après, effectivement, il y a la question des médias. Qu'est-ce que les médias font avec les décisions des politiques? Mais c'est vrai que c'est un choix politique assumé que de trancher la question et de dire, voilà, nous, on met la sécurité au-dessus de tout, comme en tant que valeur. On préfère en faire plus que pas assez. Et donc, voilà, il y a une envie de donner une image de gens qui gèrent la crise. Et puis les médias s'en font le relais. Et c'est là que c'est intéressant après Et je pense qu'en fait, dans le court-métrage, le super court-métrage que vous avez fait juste avant, il y a cette question de la masse d'infos aussi. Et je pense que là, le fait, par exemple, sur la question des masques, plutôt que d'avoir un réflexe, c'est hyper compliqué, hein, mais quand on est submergé comme ça par les infos, effectivement, on va avoir tout et son contraire d'un jour à l'autre, du matin au soir. Si en revanche, à un moment donné, on se dit, bon, aujourd'hui, je vais prendre un moment consciemment pour m'informer sur la question des masques. Je vais prendre une matinée, je vais prendre 1 heure, 2 heures, et je vais lire ce que je trouve sur les masques. Je vais prendre 3 ou 4 médias au choix, 3 ou 4 médias francophones, si c'est la langue dans laquelle on s'informe, et je vais voir quels sont les articles sur les masques. Je vais voir quelles sont les études auxquelles on fait référence, parce que j'ai envie de creuser sur ce sujet consciemment. J'ai pas envie de subir le flux d'infos, et je pense qu'à ce moment-là, il y a peut-être moyen de se voir dégager une opinion personnelle par rapport à un sujet. Après, voilà, sur la question de la santé publique, forcément, il y a une question de responsabilité aussi générale. Moi, à titre perso, mais c'est très personnel et c'est pas du tout... Moi, je réponds vraiment en tant que... j'ai des amis qui travaillent dans le secteur médical et qui, effectivement, ont tellement pris cher pendant les périodes où les hôpitaux étaient remplis, et ils ont juste dit, en fait, si vous pouvez mettre le masque le temps que nous, on voit les chiffres baisser, et c'est pas une question de gravité du virus, mais c'est une question de juste avoir la capacité pour pouvoir soigner les gens, ça vaut la peine de le faire pendant quelques temps. Mais du coup, c'est même pas basé, pour moi, c'est même pas basé sur les infos que je lisais. C'est plus dans un rapport entre potes, où je me suis juste dit, j'ai vu quelques potes qui étaient juste dans un état pas possible, je le fais pour eux. Mais après, voilà, il y a d'autres personnes aussi du secteur médical qui sont beaucoup plus relax et qui ne portent pas le masque. Et qui, voilà. Donc après, c'est un choix perso, quoi. Très, très intéressant, mais par rapport à la responsabilité, même si on l'a déjà évoqué, je pose un peu la question ouverte même à vous deux, à Hicham et Doua. Finalement, est-ce qu'on doit dire, par exemple, à un citoyen, pour chaque information, tu dois quand même entamer une démarche, une recherche, finalement, incomber la responsabilité aux citoyens, ou alors finalement la responsabilité, elle appartient plutôt aux grands patrons médiatiques, aux patrons de journaux, qui finalement, eux, doivent faire attention lorsqu'ils ont une information, la traiter, plutôt que de prendre des suppositions, en faire un article buzz sensationnel et balancer ça juste pour avoir l'information avant la concurrence
et être le premier site ou le premier journal à avoir l'information. Donc, est-ce que la responsabilité elle est plutôt du côté citoyen ou plutôt du côté des patrons? Encore une très bonne question, mais je ne sais pas si Hichem, tu veux commencer ou J'ai Ouais. juste envie d'écouter ouais. ton avis là-dessus. Non, on pourra échanger après, mais pour moi, en fait, ça dépasse juste les médias, les citoyens, ou les patrons des médias et les citoyens. Je pense qu'il y a une responsabilité vraiment en tant que société. Et pour moi, ça commence par l'éducation, en fait. Je crois que l'école a un rôle, une responsabilité gigantesque par rapport à Internet, de donner les outils. Il y a un grand débat, en fait, entre éducation, régulation. Est-ce qu'il faut mieux réguler les médias ou est-ce qu'il faut mieux éduquer pour donner les outils pour soi-même pourra faire le choix entre eux, donc qu'il n'y ait pas une censure, mais que ce soit le citoyen qui a les outils pour se faire un avis. Et là, on voit qu'effectivement, des élèves dans des classes ou dans des écoles où ils ont mis en place des cours vraiment dans la durée sur la gestion des infos, il y a une utilisation des infos qui est beaucoup plus saine, apaisée, et où il y a une capacité à identifier justement des articles buzz. Et parce que finalement, comme tu dis, un grand patron qui a envie de faire le buzz, si en fait dans les citoyens, il n'y a plus personne qui lit ces buzz parce qu'ils ont bien identifié le truc, en fait il va arrêter il va essayer de trouver un autre moyen de faire. Et je pense que l'important, c'est aussi d'essayer comme je disais tout à l'heure, d'essayer d'avoir des moments où on s'informe consciemment et d'essayer d'avoir une sorte de diversité dans les médias qu'on consulte. Parce que voilà, il y en a qui sont plus proches du pouvoir, qui vont plutôt être un relais de la parole officielle, tout en étant, en se disant neutre, on va dire. Et il y en a d'autres qui vont être plus analytiques, il y en a d'autres encore qui vont être vraiment dans la contestation. Et je pense qu'entre ça et le fait de sortir aussi, peut-être aussi juste d'aller rencontrer des journalistes, d'aller visiter les grandes chaînes d'infos et d'aller poser les questions comment vous travaillez en fait. Moi, j'ai juste un petit problème, c'est que tu parles d'éduquer les enfants à s'informer, mais ceux qui propagent l'information, eux, sont partis à l'école. Et notre système est un peu fait je le vois comme ça en tout cas, on délaisse la responsabilité, on fait confiance à quelqu'un d'autre. On fait confiance à quelqu'un d'autre pour s'occuper de nos finances, on fait confiance à quelqu'un d'autre pour s'occuper de l'information, parce qu'on ne peut pas tout apprendre, on ne peut pas s'occuper de tout. Et ces personnes-là qui justement sont dans le problème où ils travaillent énormément, où ils n'ont pas le temps d'apprendre à s'informer, ils n'ont pas le temps de s'informer, ils veulent faire confiance aux médias mais ils ne peuvent pas, donc ils doivent quand même apprendre à s'informer. C'est un peu, je veux dire, vicieux comme système où tu dois apprendre mais t'as pas le temps de le faire et tu peux pas faire confiance à ceux pour qui, je sais pas si j'ai été clair. Oui, je pense avoir. En fait, moi, l'idée, c'était vraiment de dire que, justement, par rapport à cette question du temps, que ce soit un moment vraiment à l'école, en fait, qui soit réservé à ça. C'est-à-dire qu'à l'école, et l'idée, c'est pas de t'apprendre à t'informer, mais de donner des outils qui te permettent, quand tu vas sur Internet, de ne pas te laisser submerger comme ça, mais de donner des outils pour te protéger de ce flux d'infos et avoir des outils pour trouver un peu pour te construire ta propre opinion, en fait, pour développer ce regard critique. Et ça, c'est quelque chose qui se fait par la pratique. Et cette pratique-là, justement, plutôt que de la renvoyer aux citoyens individuellement, comme tu dis, quand tu n'as pas le temps, c'est d'avoir un espace à l'école ou en dehors, mais en tout cas un espace qui soit... je pense que l'école doit être complètement réformée, donc c'est pas dans l'école d'aujourd'hui que je verrai ça, mais dans l'école de demain, en tout cas, un espace où vraiment tu as une pratique de rapport à l'information quasi quotidienne, où tu retrouves confiance en fait dans ta capacité à faire la part des choses. Mais si on imagine ça comme ça, moi j'ai juste l'impression désagréable qu'on délaisse finalement ceux qui n'ont pas un bon rapport avec l'école et du coup eux vont mal s'informer, ils vont représenter quand même une certaine partie de la population et ça va pas tellement régler le problème finalement. Oui, et je suis entièrement d'accord avec toi et c'est pour ça que je disais je parle pas trop de l'école d'aujourd'hui mais de celle de demain parce que j'espère encore qu'un jour on aura une école où vraiment tout le monde aura sa place et c'est clairement pas le cas aujourd'hui. Okay. Merci. Moi, je voudrais encore juste rajouter, finalement, lorsque
J'ai complètement oublié à quel moment tu parlais de ça finalement. On a plusieurs journaux qui donnent d'informations. Mais est-ce qu'on plutôt on nous a éduqués finalement à voir un journal comme quelque chose qui nous donne la vérité, mais qui en réalité donne justement une information pour sa ligne éditoriale. Donc un tel journal va traiter l'information pour plaire non pas à la population, non pas pour transmettre l'information, la vérité, mais seulement pour plaire à ses lecteurs, quitte à même un peu modifier, voire transformer la vérité ou l'information en elle-même. Est-ce que tu penses que c'est peut-être ça le problème finalement, que les journaux sont un peu transformés comme des sociétés en fait, des sociétés qui sont là pour uniquement vendre et pas pour transmettre l'information? Je pense qu'effectivement, malheureusement, il y a un peu de ça. Et d'ailleurs, en tant que jeune, je pense que, en tout cas moi, c'est comme ça que je le vivais en tant que jeune, c'est que les médias, en fait, les jeunes ne sont pas un public cible des grands médias. C'est très rare. Et encore, il y a des tentatives parfois de faire des émissions qui s'adressent aux jeunes. Mais pour moi, là, les médias, ils ont une immense responsabilité de s'adresser davantage aux jeunes, en fait, et de penser aussi aux jeunes quand ils produisent de l'information. Et après, sur ce que tu dis, de s'adresser à un certain public, il y a effectivement de ça. Et que je parlais de ma casquette d'activiste tout à l'heure, on s'est déjà retrouvés dans des contextes où on nous a mis très à l'aise avec des journalistes. Et au moment de passer en live, on nous a posé des questions qui clairement n'allaient pas du tout dans le sens de ce qu'on venait de discuter. C'est pas du tout le cas ici, d'accord ? Effectivement, c'est pas du tout le cas ici. Voilà, où en fait il y avait vraiment une dimension malhonnête en fait, et où on s'est dit, si on avait, la manière dont on l'a apprécié de l'interprétation, mais si on avait eu la même discussion qu'on avait eu avant, ça n'aurait sans doute pas parlé à la chaîne où on était invité. Et ça, c'est peut-être une erreur aussi qu'on a fait nous, d'avoir trop vite confiance en tout cas. Et après voilà, il y a toujours la possibilité de contredire les journalistes sur le plateau, mais en live c'est quand même un peu plus compliqué quand on n'est pas préparé et qu'on a été mis en confiance avant. Mais je pense que là encore l'important c'est d'avoir le plus d'avoir quelques médias qui ont des approches différentes pour pouvoir comparer et d'ailleurs ça commence par juste les titres. Donc admettons, tu choisis 3 médias tous les matins, vers 9h, tu prends un quart d'heure et tu regardes juste les titres. Et tu vas voir que déjà, juste en regardant les titres, on peut voir, tu vois déjà la ligne éditoriale. Et en même temps, tu vas sentir lequel des 3, là où tu te sens vraiment chez toi, quoi, là où tu te sens le plus compris et qui reflète le plus ta vision du monde. Mais le fait d'avoir vu les 2 autres, ça va te permettre d'engager plus facilement le débat avec des gens qui sont peut-être plus alignés sur les autres, et c'est ça qui finalement va après nourrir les débats de société. Et bon, dans une société, le propre de la démocratie, c'est qu'on est tous différents et qu'on essaye après de trouver des manières de vivre ensemble malgré ces différences. Et les médias sont le reflet aussi de cette diversité-là. Et donc forcément, on ne va pas être d'accord, on ne va pas se reconnaître dans tout, mais après, il y a des règles de base, et je parlais de déontologie tout à l'heure, ça c'est vraiment la base en fait. Il y a des règles de déontologie de base que les journalistes sont censés respecter. Et quand on sort de ça pour faire du buzz, pour s'adresser à un public en particulier, là, ils font pas leur boulot. Je voudrais juste récupérer pour vous remercier d'avoir répondu à nos questions et qu'on se pose vraiment la question, voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de Molomzine, le 8e. C'était bien. Rapide et bien, c'était la chose qu'il fallait faire. Merci d'avoir regardé le live et on vous dit à très très bientôt pour le prochain live de Molomzine. Ciao. Abonnez-vous, Samir Height.